Bonsoir et bienvenue à cette édition de la rétrospective sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, vous le savez, comme il est de coutume dimanche sur les antennes de Numérica TV, la deuxième partie du journal est consacrée à la rétrospective de l'actualité de la semaine. Mais d'abord, on va commencer cette édition par ces éléments nouveaux. Blaise Pascal Ntirumunyeroa, Mirigo, ce nom nous vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un ancien chef de travaux de l'université de Kinshasa. Il vient de défendre sa thèse de doctorat à l'université de Gand en Belgique. Sa dissertation doctorale portée sur les cas comparés du Cameroun et de la République démocratique du Congo, l'optimisation juridique du paiement pour services environnementaux en faveur de leur préservation. Il en a fait un exposé lors de la première édition de la famille de droit ténu à l'UNIKIN, témoin de l'événement Emanitaon. Selon le docteur Blaise Pascal Ntirumunyeroa, les résultats de son étude apportent la preuve que les instruments du droit international, du droit africain sous-régional et la pratique des projets passés en revue ne sont pas intégralement cohérents, encore moins compatibles à l'optimisation des paiements pour services environnementaux. Dans mon exposé, j'ai parlé de ma thèse qui porte sur l'optimisation du paiement pour services environnementaux en faveur de la préservation des services environnementaux dans le bassin du Congo, le cas du Cameroun et de la RDC. Il s'agit d'un contrat qui fait intervenir les utilisateurs d'un service environnemental et les fournisseurs d'un service environnemental. Et nous avons parlé d'une thèse de 500 pages et qui a embrassé les questions de pollution, les questions de conservation de la biodiversité. Et à la fin, nous avons donné des recommandations pour, n'est-ce pas, améliorer les cadres juridiques afin de mieux préserver nos forêts, mieux préserver les services environnementaux qui sont fournis par les forêts des bassins du Congo. Parmi ces recommandations, nous suggérons d'ajuster, n'est-ce pas, d'insérer des dispositions qui portent sur le maintien ou la restauration des services environnementaux. Nous suggérons également la confection des contrats de paiement pour services environnementaux qui sont adéquats pour, n'est-ce pas, veiller à ce que les paiements entre utilisateurs et fournisseurs des services environnementaux puissent se faire d'une très belle manière. L'étude couronnée à l'université de Gand en Belgique affirme le besoin de solidifier les institutions étatiques et de considérer les risques et les limites pour réussir l'optimisation du paiement des services environnementaux et la préservation des services de ce secteur stratégique. Restons à l'enseignement supérieur et universitaire. Malgré la tripartite qui a réuni autour du Premier ministre, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et les comités des professeurs, la grève de ces derniers débutée en septembre se poursuit. Je vous propose d'écouter ici l'avis du professeur Bonaventure Tshelo Lochima, l'un des prédécesseurs de Steve Mbika. Il est au micro de Emanitaon. Oui, cette grève peut préjudicier les étudiants, ça c'est un fait. Mais, parce qu'ils ont payé les frais pour toute l'année, pour la première session, pour la deuxième session. Mais il faut tenir compte aussi de ce que les professeurs dans toutes les institutions d'enseignement supérieur et université sont regroupés dans une association. Et quand une association donne les mots d'ordre, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Et sinon, l'association ne sert à rien. Absolument à rien. Nous avons tellement pitié de nos enfants et de leurs parents qui n'ont pas de grands moyens que vous avez vu, par-ci par-là, dans certaines facultés, dans certaines sections, dans certaines institutions, on commence à desserrer même les vis. Les différentes vis ont été desserrées. Et pour permettre aux étudiants quand même de passer la deuxième session. Mais tout en maintenant officiellement la grève. Ah ben écoutez, nous faisons confiance. D'abord à nos collègues qui sont allés là, et puis au ministre de l'Enseignement supérieur. Surtout, nous faisons confiance au Premier ministre. Que si nous ne faisons pas confiance au Premier ministre, qui va régler ça? Il faut qu'il règle ça, et il faut faire confiance à lui.
Et des nouvelles de l'Est de la République démocratique du Congo. On a appris tôt ce matin que le combat ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo avec les ADF, Alliés Democratic Force, dans la forêt de Madina, sur la route Mbao-Kamango, dans le territoire de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les sources locales ont affirmé que les combats ont débuté depuis la veille. Les derniers affrontements, rappelez-vous, d'envergure entre l'armée et les ADF étaient lors de la reconquête de la localité de Kanyama, toujours en territoire de Beni, en juillet de l'année dernière, de cette année. Kanyama est situé à environ 80 km au nord-est d'Oicha, et tout de suite après, une réunion du comité de sécurité de Kamango s'est tenue, et après cette réunion, il y a eu un bilan provisoire des massacres, 22 personnes disparues, dont une femme, une dizaine des motos et un véhicule incendié, 10 personnes rescapées, dont 7, les 7 femmes délibérément libérées. La population de Kamango voudrait bien aller récupérer les corps de leurs frères et sœurs pour les enterrer dignement. Elle demande au FRDC de sécuriser la route et la contrée, a dit à nos confrères d'actualité.cd le député national Bélié-Sima Kadomia. On va passer à la rétrospective de l'actualité de la semaine. La semaine a commencé sur nos antennes par l'interpellation du vice-premier ministre, ministre chargé des Affaires étrangères, Léonard Tsheo-Kitundu, qui donnait des précisions dans ce que nous avons appelé l'affaire passeport. Les détails dans ce commentaire. Ce qu'il faut désormais appeler affaire passeport s'était invité à la plénière de l'Assemblée nationale. Dans son intervention, le chef de la diplomatie congolaise a indiqué devant les élus du peuple que le détenteur de ces titres de voyage entre jusqu'au 14 janvier 2018 en lieu et place du 16 octobre comme décidé auparavant pour se conformer à la décision du gouvernement. Pour des raisons sécuritaires, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a rejeté toute demande de retrait de la décision du gouvernement. Dans ma conclusion, à partir du moment où il y a une incidence financière pour le passage au passeport biométrique pour les détenteurs des anciens passeports semi-biométriques, j'ai décidé de prendre un arrêté interministériel qui va encadrer toutes les mesures que j'ai proposées tout à l'heure. Donc là, je pense que vous comprenez très bien que la question du communiqué n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il y a un arrêté interministériel qui va remplacer le communiqué qui a été vidé de sa substance par rapport à ces deux éléments que je viens d'énumérer tout à l'heure, l'aspect temporel et l'aspect économique. N'ayant pas été convaincu par les réponses de Léonard Tsheo-Kitundu, l'auteur de la question orale avec débat l'a transformé en motion de défiance. Un mal ne s'atténue pas, un mal ne s'allège pas. Dans ses réponses, vous l'avez suivi, le vice-premier ministre a tenté, mais en vain, d'établir un lien entre l'utilisation des passeports semi-biométriques des Congolais et le terrorisme dans le monde. Vous vous êtes rendu compte qu'il s'agissait d'une pure imagination. En prenant la parole en ce moment, à l'issue du débat, la préoccupation de tous est de savoir si je suis satisfait ou pas. En effet, je ne suis pas satisfait. En attendant, certains observateurs estiment qu'il est difficile de voir la motion de Juvenal Moulobo aboutir. Et je rappelle que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rappelé devant la représentation nationale le caractère obligatoire du passeport biométrique qui revient à 185 $ américains, mais 100 $ pour ceux qui disposent de passeports semi-biométriques encore valides. Et mardi, l'actualité sur nos antennes était dominée par le point de presse du Premier ministre. Comme vous le savez sûrement, Bruno Tshibala lançait la campagne de vulgarisation des 28 mesures urgentes pour améliorer la collecte de recettes en République démocratique du Congo. C'était donc sa toute conférence de presse depuis sa nomination.
Le Premier ministre fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Au cours de son face-à-face avec les professionnels de médias, Bruno Chibalanzenze s'est dit déterminé à combattre la corruption, la fraude fiscale et douanière pour la stabilisation, la relance et la diversification de l'économie congolaise. Je me limiterai à citer quelques mesures urgentes. Il s'agit de l'interdiction de la perception des taxes et frais administratifs ou d'intervention illégaux sur l'ensemble du territoire national et aux frontières. L'instauration du bulletin de liquidation unique est simplifiée pour les opérations de dédouanement des marchandises au poste douanier. La suppression des points de contrôle de marchandises illégaux sur les voies de circulation routière et fluviale. L'instauration d'un taux unique pour la perception des taxes et frais pour les services connexes lors des opérations de dédouanement des marchandises. Respect absolu de l'ordre opérationnel prévoyant la présence des cartes services publics au poste frontalier. La création des numéros de téléphone verts et courts pour le public afin de dénoncer tout acte des agents publics commis en violation des mesures urgentes. Actualité oblige, les successeurs de Sami Badibanga dit ne pas savoir quand les élections auront lieu. Il a par ailleurs rappelé les défis sécuritaires et a renvoyé la balle du côté de la centrale électorale. Mardi, nous avons évoqué la position de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo au sujet des élections. Je vous propose de suivre ce condensé. Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, la mission des Nations Unies en RDC a conditionné son appui au processus électoral. En clair, la MONUSCO exige de la Commission électorale nationale indépendante la publication du calendrier électoral. Ce que nous voulons aujourd'hui, et nous le répétons, et nous l'avons déjà répété, c'est la publication d'un calendrier le plus rapidement possible. La publication de ce calendrier est une étape clé du processus électoral. C'est lui qui permettra de mener le pays vers des élections libres, justes, crédibles et pacifiques. Donc, à ce jour, la MONUSCO demande une nouvelle fois la publication de ce calendrier électoral. À la question de savoir ce que fera la MONUSCO si ce calendrier n'est pas publié et si les élections ne se tiennent pas, une fois encore, la MONUSCO applique le mandat qui lui est donné par le Conseil de sécurité. En croire une dépêche de l'agence de presse Reuters, citant des sources diplomatiques, la Commission électorale nationale indépendante s'apprête à annoncer la tenue des élections en RDC vers décembre 2018. Jeudi, les députés provinciaux de Kinshasa ont voté une motion de censure contre leur président Roger Ntingi. Ils reprochaient au désormais ex-président de l'organe délibérant de la capitale la mauvaise gestion et l'incompétence. Chers collègues, ainsi par votre volonté exprimée à travers les urnes, l'honorable Roger Ntingi Mbemba est déchu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par 39 voix contre 0. Après avoir passé 10 ans à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Ntingi a été déchu de ses fonctions. 39 députés sur les 39 présents à la plénière du jeudi 5 octobre ont voté tous pour son départ. On lui reproche la mauvaise gestion de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Vous ne pouvez pas imaginer les niveaux bas de cette assemblée à cause de son speak. C'est une joie, c'est une libération. Avec ce départ. C'est un jour de victoire pour les Kinois. C'est un jour de satisfaction pour tous les Kinois. L'Assemblée provinciale de Kinshasa désormais est redorée. L'Assemblée provinciale de Kinshasa désormais va prendre l'élan d'une
l'Assemblée délibérante d'un temple de la démocratie où régnera le respect du règlement intérieur. Tous les députés sont restés constants dans leur engagement. Je vous avais promis qu'il n'y avait aucun député qui pouvait retirer sa signature. Une décision rejetée par les concernés, il estime que la plénière au cours de laquelle sa décision a été votée a été organisée de manière informelle. Il a déclaré avoir saisi la justice. Roger Ntingui, destitué, ne s'avouait pas vaincu. 24 heures après, il avait annoncé un point de presse annulé en dernière minute. Mais précédemment, à nos collègues, nos confrères d'une radio de Kinshasa, il indiquait rester le président de l'Assemblée provinciale. Il dénonçait le vice de procédure quant à la convocation de cette plénière qui a sanctionné donc sa déchéance, et pour lui c'était une question de personnel et donc une attaque personnelle, disait-il à nos confrères de Top Congo FM. Et vendredi, l'actualité sur nos attaques sur nos antennes était dominée par les motions de censure contre deux membres du gouvernement, à savoir Emmanuel Ramazani Shadari et Alexis Tambwe Mwamba. La suite en images. Tout était prêt pour passer au vote des motions de défiance contre deux membres du gouvernement, à savoir Emmanuel Ramazani Shadari, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, accusé de mauvaise gestion du phénomène Kamuna Sampou, et puis Alexis Tambwe Mwamba, ministre d'État, ministre de la Justice, qui devait donner des explications claires sur les évasions qui ont eu lieu dans quelques prisons du pays. Ils ont été sauvés de justesse grâce à la motion incidentielle du député national Zakaï Babaswe, qui a constaté l'irrégularité notamment sur une des signatures de la motion contre Emmanuel Ramazani Shadari. Quand on présente une motion de défiance, il ne faut pas la faire dans la précipitation. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs matérielles, il y a eu beaucoup d'erreurs de fond, parce que le nombre de certains n'était pas là. Quand on donne une motion, c'est pour vérifier la bonne gouvernance, c'est pour vérifier la légalité des choses. Au Kasaï, vous le savez, il y a la paix, il y a la réconciliation. Le chef de l'État a présidé un grand forum et je crois que la motion était obsolète. Les votes de cette motion s'est déroulé en l'absence des députés de l'opposition qui ont quitté la salle. La Constitution, en effet, prévoit à son article 146 une seule condition de recevabilité d'une motion de censure et en l'espèce d'une motion de défiance. La même condition est reprise à l'article 109 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans sa motion incidentielle, le collègue Bababaswe a soulevé deux problèmes. Le premier, il dit, parmi les 50 signatures, il y a une dont on ne connaît pas l'auteur. Le deuxième problème, c'est inopportun de discuter des questions soulevées dans l'émotion. Nous, de l'opposition, nous initions le contrôle parlementaire. Parce qu'il y a une majorité, c'est elle qui est responsable. Donc, c'est clair, ne tournons pas à gauche, à droite. Il n'y aura plus de motion de censure pour cette fois-ci, pour ces situations qui sont des situations réelles que vous connaissez. Et voilà, ainsi se termine cette édition de la rétrospective sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, 21h, dans le cadre du magazine Noticias. Très bonne suite de programme sur nos antennes. À demain.